On peut commencer? Une heure, hein. Ethan, on commence? Oui, oui, j'ai pas compris quel était votre problème, mais c'est pas de ma faute. Ben, dites-moi si on peut commencer, hein. Je pense qu'on peut commencer, il y a pas de problème. Je sais pas où est Johan, il répond plus. Bon, ben alors commençons. Ok. Erev Tov, les Koulam, Erev Tov. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Hanouka. J'espère que vous avez bien profité des beignets et autres huileries. Et donc maintenant, je me suis dit qu'après une semaine où on n'a pas arrêté de manger, parler de arrêter de manger, c'est peut-être une bonne idée. Donc, notre cours ce soir, en plus, vu que c'est le balagan, j'ai compris avec le mail, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée que notre cours ne soit pas directement la suite de notre série, parce qu'il y a plein de gens qui vont peut-être le rater. Donc, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui va nous arriver la semaine prochaine, à savoir, oui, car vous le savez, la semaine prochaine, c'est le jeûne du 10 Tevet. Donc, allons-y, c'est parti. En 1951, le grand rabbinat d'Israël va décréter dans ce qu'on appelle les protocoles du grand rabbinat d'Israël, c'est le recueil de toutes les décisions halachiques du grand rabbinat d'Israël. Eh bien, en 1951, le grand rabbinat d'Israël décrète que le jour du 10 Tevet sera ce qu'on appelle Yom HaKadish HaKlali, le jour du grand Kaddish. Qu'est-ce que c'est que ce jour du grand Kaddish? Eh bien, nous dit le grand rabbinat, il s'agit du jour où toutes les personnes qui ont perdu un proche dans la Shoah, mais ne savent pas quand, eh bien, vont pouvoir faire tous les minagim du deuil, ce qu'on appelle chez les Ashkenazim le Yortzeit, la Haskara, c'est-à-dire faire le Kaddish, faire des études pour l'élévation de l'âme, et ainsi de suite. Eh bien, ça sera le jour du dit Tevet. Et la question qui se pose évidemment, c'est pourquoi les Chachamim, le Rav Herzog, le Rav Uziel, ont décidé eh bien, que ce jour du Kaddish Aklali serait le 10 du mois de Tevet. Cette question, on va y répondre, mais tout d'abord, nous allons revenir aux deux autres événements qui, historiquement parlant, marquent une raison de jeûner le dit Tevet. Il y a tout d'abord, dans les années plus ou moins 230 comme ça, il y a, et ça c'est directement lié avec ce qu'on vient de vivre cette semaine, il y a la traduction de la Torah en grec. Nous dit la lettre d'Aristéas à Philocratès, Aristéas, Philocratès, des noms à consonance terriblement grecques, mais ne nous y trompons pas, ces deux personnages sont des juifs. Et ils viennent tout simplement décrire l'ambiance des Juifs d'Alexandrie lors de la traduction de la Torah en grec. On en a parlé beaucoup pendant les cours sur Hanouka. Et en fait, l'ambiance était extrêmement festive. Pourtant, le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 9, nous dira que le jour où la Torah a été traduite en grec, bon, ça a duré 70 jours, mais 72 jours pour être exact, ça s'est terminé le 8 du mois de Tevet. Et nos sages dans le Talmud de dire qu'à ce moment-là, les ténèbres se sont abattues sur le monde le 8, le 9 et le 10 du mois de Tevet. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles nous jeûnons le 10 Tevet. Donc la traduction de la Torah en grec. C'est la deuxième raison. On a dit la Shoah et la traduction de la Torah en grec.
Nous avons un troisième événement qui est en fait le premier événement historiquement parlant, à savoir ce qui nous est mentionné dans le livre des rois. On nous dit là-bas que le jour du 10 Tevet, ou près exact le 10 du 10e mois, donc c'est le 10 Tevet, Ba Nebuchadnezzar al Yerushalayim. C'est le jour où Nabucodonosor est arrivé à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a fait? Eh bien, tout simplement, il a commencé le siège de Jérusalem. Ah ah. J'aimerais savoir, donc ça c'est les trois événements. Alors certains diront que le dit Tevet c'est également la Iloula, la Askara de Ezra, Ezra Sofer. Mais bien que ce soit relié, Ezra Sofer lui est mort le 9 Tevet et non pas le 10 Tevet. En tout cas, ces trois événements, le début du siège de Jérusalem, traduction de la Torah en grec et la Shoah, il va falloir essayer de comprendre quel est le lien. Pour comprendre cela, j'aimerais vous faire remarquer que le jour du 10 Tevet, donc la semaine prochaine, on va jeûner le 10 Tevet, j'aimerais vous faire remarquer quand même que ce jour du 10 Tevet est très particulier, parce que si d'un côté, il est le jeûne le plus court des jeûnes, donc finalement le plus facile à gérer, il n'en reste pas moins l'un des plus importants, pour ne pas dire le plus important. Je m'explique. Le livre de Yecheskel nous parle de ce jour où Nabucodonosor est arrivé à Jérusalem, et donc nous savons, grâce au livre de Melachim, qu'il s'agit du 10 du mois de Tevet. Nous dit Yecheskel Hanavi, Be'etzem ayom hazeh, ba Nebuchadnezzar. Be'etzem ayom hazeh, ce qui veut dire dans l'essence de ce jour-là. Très bien, mais qu'est-ce que tu m'apprends avec ça? Eh bien, ça m'apprend parce que il y a un autre jour, une autre date juive qui est appelée Etzem Ayom Hazeh. Quelle est cette autre date juive? Eh bien, il s'agit tout simplement de Yom Kippour. Yom Kippourim est appelé dans la Torah, dans la paracha de Emor, Etzem Ayom Hazeh. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, nous dira Rabbi David Aboudaram, dans son livre Seder HaTa'aniot ve'Hatefilot, eh bien, que le jour du 10 Tevet, s'il tombait Shabbat, on ne le repousserait pas, mais on jeûnerait pendant Shabbat. Je parle au conditionnel pour une raison très simple, c'est que depuis que nous avons arrêté de sanctifier le nouveau mois par le simple témoignage d'avoir vu la nouvelle lune qu'on vient témoigner au Beth Din, depuis qu'on a arrêté de faire ça, puisque le Beth Amikdash a été détruit, alors, eh bien, à partir de maintenant, la néoménie, la sanctification du Rosh Chodesh, est fait par un calcul mathématique. Or, dans ce calcul mathématique, eh bien, on va s'arranger pour que certaines dates ne tombent pas certains jours. Et parmi les dates que nous ne voulons pas qu'elles tombent certains jours, il s'agit du 10 Tevet, on s'arrange pour que ça ne tombe pas de Shabbat. Pourquoi s'est-on arrangé de la sorte? Eh bien, tout simplement parce que si ça devait tomber Shabbat, alors on devrait jeûner pendant Shabbat. Lama. Alors, j'ai compris le lien qu'on appelle une Xera Shava entre le jour de Yom Kippour et le jour du Tevet, mais je n'ai pas compris pourquoi. En quoi cette journée du 10 Tevet est si particulière? Bien les amis, pour comprendre cela, nous allons devoir bien mettre l'accent sur le premier événement du 10 Tevet, et de là on apprendra pour les autres. Nous avons dit, le 10 Tevet, c'est le jour où Nabucodonosor arrive à Jérusalem
pour faire le siège de la ville. Vous le savez, il y a deux autres jeunes qui sont dans la même problématique. La problématique qu'on appelle Churban Habayit, la destruction du Beth Amikdash. Après le dit Tevet, il y aura 2 ans plus tard, le 17 Tammuz, qui symbolisera le jour où la muraille de Jérusalem est tombée. Et enfin, il y a le jour de Tisha B'Av, qui évidemment marque la destruction du Beth Amikdash. Pour qu'on comprenne bien de quoi je parle, j'aimerais faire une expérience scientifique incroyable. Imaginez que ce livre que je place ici, c'est une table, et que sur la table, j'ai un feutre. Lorsque le feutre tombe et qu'il est écrasé au sol, cassé, ça s'appelle Tisha B'Av. Lorsque le feutre est en train de tomber, c'est-à-dire que ça y est, il est tombé, enfin il est en train de tomber, il n'est plus sur la table, il va s'écraser au sol, ça s'appelle le 17 Tammuz. Mais lorsque le feutre est au bord du bord, que dans une seconde il tombe, mais qu'il est encore sur le bord, et que je peux encore venir le récupérer et le mettre au milieu de la table, ça s'appelle le dit Tevet. De quoi je parle? Vous êtes un juif à Jérusalem en l'an moins 586. Il est évident qu'entre le 8 Av et le 10 Av, la vie a changé. Le 8 Av, il y a un Beth Amikdash. Le 10 Av, il n'y a plus de Beth Amikdash et il y a des morts dans les rues partout. Ah oui, bien sûr que le monde a changé. Et donc, en hébreu, on dit Ani boche al chalav shenishpach. Parce qu'effectivement, à Tisha B'Av, le lait s'est renversé. C'est le feutre qui est par terre. Le jour du 17 Tammuz, vous comprenez bien qu'entre le 16 Tammuz et le 18 Tammuz, là aussi le monde a changé. Le 17 Tammuz, enfin le 16 Tammuz, il n'y a pas encore de soldats babyloniens dans les rues. Le 18 Tammuz, ça y est, il y a des soldats ennemis dans les rues et il y a des juifs qui se font massacrer. Donc évidemment que le monde a changé. Mais entre le 9 Tevet et le 11 Tevet, 2 ans plus tôt, rien n'a changé. Oui, l'ombre babylonienne est arrivée, ça y est, elle plane. Mais le siège n'est pas encore terminé, c'est le jour où ils sont arrivés à Jérusalem. En d'autres termes, il va lui falloir 4 mois à Nabuchodonosor pour finaliser le siège. Pendant tout ce temps-là, les Juifs peuvent se défendre, peuvent s'enfuir, peuvent payer une armée de mercenaires pour s'occuper des Babyloniens. Le dit Tevet, rien n'a changé. Tout est encore ouvert. C'est le stylo qui est presque en train de tomber, mais qui n'est pas encore tombé. Lorsqu'on parle de l'autre événement, quand on parle de la traduction de la Torah en grec, la traduction de la Torah en grec, ce n'est pas encore les persécutions des Grecs. Ce ne sont pas encore les décrets de Antiochus, les fameux décrets antisémites. Lorsqu'on traduit la Torah en grec, il n'est pas encore interdit pour un juif de respecter le Shabbat. Il n'est pas non plus interdit pour un juif de faire Rosh Chodesh. Il n'est pas interdit d'étudier la Torah. Il n'est pas non plus interdit d'ailleurs de faire la Brit Mila à ses enfants. On est 180 ans avant les persécutions de Antiochus IV.
Lorsque le droit de cuissage est pratiqué, on peut dire que c'est le Tisha B'Av de Hanouka. Ça y est, c'est trop tard pour regarder les choses. Mais le jour de la traduction de la Torah en grec, tu ne vois pas encore le processus d'assimilation qui est en train de refermer ses griffes contre toi. Il y a sûrement plein de rabbins qui ont participé à ces festivités de la traduction de la Torah en grec, qui ont dit finalement le monde grec, c'est pas si problématique que ça. Le problème, c'est que nous dira la Mishnah dans Pirkei Avot, Eizeu Chacham. Alors il y en a deux. Nous, on ne va pas parler de celui qui apprend de chaque personne, mais on va dire Aroé et Anolad. Celui qui est capable de se projeter et de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Zéachacham. Celui qui arrive à voir un processus qui commence et bien comprendre l'enjeu de son époque et de ce processus. Si je devais comparer ce premier événement, on a dit le début du siège, ce deuxième événement, la traduction de la Torah en grec, si j'arrive maintenant à la troisième chose que nous commémorons le dit Tevet, à savoir, eh bien, le Yom HaKadish HaKlali, je voudrais vous dire que pour moi, il y a également un Tisha B'Av de la Shoah. Alors, ça tombe pas Tisha B'Av, évidemment, mais dans l'idée, il y a un 17 Tammuz de la Shoah et il y a un 10 Tevet de la Shoah. De mon point de vue, le Tisha B'Av de la Shoah, c'est le 20 janvier 1942. Lorsque va être décrété, lorsque va être réunie la conférence de Wannsee, et que là-bas va être décrété le début de la solution finale. Et la mise en construction des camps de Treblinka, de Sobibor et de Belzec. J'ai envie de vous dire, à partir du moment où il y a la conférence de Wannsee, c'est pas la peine de pleurer, c'est trop tard. C'est le Tisha B'Av, c'est le verre qui s'est renversé déjà. Après, il y a le 17 Tammuz de la Shoah, qui pour moi résonne avec le 1er septembre 1939. 1er septembre 1939, le début de la Deuxième Guerre mondiale, ça y est, les frontières sont fermées. Tu ne peux plus aller nulle part et les combats arrivent jusque chez toi. Mais le dit Tevet de la Shoah, de mon point de vue, le dit Tevet de la Shoah, c'est tout simplement le 30 janvier 1933. D'ailleurs, c'est pas loin en termes de date. Le 30 janvier 1933, c'est l'avènement de Hitler au pouvoir. Oui, mais est-ce que le quotidien des Juifs a changé en Allemagne entre le 32, le 29 janvier 1933 et le 31 janvier 1933? Est-ce que quelque chose a changé pour les Juifs allemands? Eh bien, la réponse est non. Rien n'a changé. Évidemment que l'ombre du nazisme maintenant est beaucoup plus présente. Mais concrètement, avant le 30 janvier 1933, on savait bien qu'Hitler n'aimait pas les Juifs. On savait bien qu'il y avait un antisémitisme énorme en Allemagne. Mais finalement, la vie pour Monsieur Juif n'a pas changé entre le 9 et le 11 Tevet version Shoah. C'est-à-dire que le 29 janvier 1933 et le 31 janvier 1933, on est sur la même longueur d'onde. Les nazis ne nous aiment pas, mais voilà, il ne se passe rien. Il faudra attendre 2 ans
plus de 2 ans pour avoir les lois Nuremberg. Il faudra attendre plus de 6 ans, non, 5 ans, c'est autant pour moi, pour arriver à la nuit de cristal. Il faudra attendre près de 8 ans, 7 ans et demi pour le début de la Shoah. On n'y est pas encore. Le jour du dit Tevet. Et c'est pour ça qu'il est si important, à tel point que s'il tombe Shabbat, eh bien on jeûne Shabbat. C'est parce que le dit Tevet vient nous dire, ce n'est pas Tisha B'Av. Il n'est pas trop tard. Tu peux corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Oui, il y a déjà un danger qui menace, qui plane, qui est là, mais la situation n'est pas encore désespérée. Tu peux changer les choses. Ah, ça c'est le dit Tevet. Si on parle de Shoah et qu'on parle de prise de conscience, on ne pourra pas ne pas citer ce texte extraordinaire du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook dans le livre Ma'amrei Areia. Ce texte qui n'en était pas un, qui était à la base un discours à voix haute. Discours que le Rav Kook va prononcer en septembre à Rosh Hashanah 1933. La date est importante parce que, eh bien, elle nous apprend que ce discours a été prononcé 8 mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, mais 6 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et là-bas, dit le Rav Kook, dans la journée, les 2 jours de Rosh Hashanah, l'élément qui est à l'honneur, c'est évidemment le chauffard. Évidemment. Mais nous dit le Rav Kook, il existe dans la halakha 3 sortes de chauffards. Il existe le grand chauffard, l'idéal, le moyen. Ok. Le moyen chauffard, à savoir, ce n'est pas l'idéal, mais il est cachère. C'est une. On va voir ce que c'est dans 2 secondes, etc. Et enfin, le petit chauffard, qui est un chauffard pas cachère, mais s'il n'y a pas le choix, on le prend quand même. Alors c'est quoi? Eh bien, le chauffard gadol de la halakha, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai ramené l'avis qui l'amène, à savoir Rabbi David Abou Darham. Mais effectivement, il y a d'autres décisionnaires qui disent que ce n'est pas le cas. De toute façon, comme on a dit, ce n'est que théorique. Ce n'est que théorique, pourquoi? Parce que on s'est arrangé pour que ça n'arrive pas, justement. Justement parce qu'il y a marloquette. Mais le simple fait qu'il y a des avis, et Rabbi David Abou Darham n'est pas un petit décisionnaire, le simple fait qu'il y ait des avis qui le disent, eh bien, nous montre l'importance de cet événement. Donc je reprends, je disais, dans la halakha, il y a donc un chauffard gadol qui est la corne de bélier. Ça, c'est l'idéal du chauffard. Après, il est possible que tu n'aies pas de corne de bélier. Tu n'en as pas trouvé. Tout ce que tu as trouvé, c'est une corne de chèvre. Eh bien, c'est également cachère. C'est ce qu'on appelle chauffard Benoni. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est la corne de bélier. Mais ça fait le job et c'est cachère. Si tu as ni corne de bélier ni corne d'animal cachère, mais que le seul sauce que tu as dans ta maison, c'est un rhinocéros, eh bien, tu prendras la corne de rhinocéros. C'est pas cachère, mais si tu sonnes avec, eh bien, il y a tsata l'idechova, tu as fait la mitzvah de chauffard. Nous dit le Rav Kook, depuis la synagogue de la Chourva à Jérusalem,
que ce qui est vrai pour le chauffard de la halacha est vrai pour le chauffard de la Géoula. Comment ça, la Géoula? Oui, dans la tfila, nous disons, que ce soit la tfila de Rosh Hashanah ou la tfila de tous les jours, nous disons Teka beshofar gadol lecherutenu. C'est-à-dire qu'il y a, pour le Cherut Am Israël, c'est-à-dire la Géoula, il y a à un moment donné la sonnerie d'un grand chauffard. Cette fila que nous disons, Teka beshofar gadol lecherutenu, se base sur un verset du prophète Isaïe, Ishayahu, qui dit Ve'aya bayom ha'u, viendra un jour, Yitaka beshofar gadol, sera sonné le grand chauffard, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Viendra un temps où sera sonné le grand chauffard, et il sert à quoi? À rassembler les exilés. Et ils reviendront de partout où ils ont été amenés, en Eretz Israël. Seulement, nous dit le Rav Kook, nous prions pour le chauffard Gadol. C'est quoi le chauffard Gadol de la Géoula? Eh bien, c'est lorsque le juif s'éveille à revenir à Sion parce que la Torah le lui impose. Il a entendu l'appel divin, l'appel d'Akadosh Baruch Hu, et vient dire, très bien, puisque c'est comme ça, puisque la Torah me dit qu'il faut monter en Israël, eh bien, je monte en Israël. Ça, c'est le chauffard gadol de la Géoula. Évidemment, il y a la dimension individuelle et puis il y a la dimension collective, bien sûr. Ensuite, il y a le chauffard Benoni de la Géoula. Nous dit le Rav Kook, le chauffard Benoni moyen de la Géoula, c'est quoi? C'est la volonté de revenir sur sa terre et être un peuple comme tous les autres peuples. Cela porte un nom aujourd'hui, on appelle ça le sionisme laïque. C'est le sionisme de Ben Gurion. Et comme on est dans un cours où il y a Brigitte qui est dans le cours, je ne dirais pas que c'est le chauffard qu'a entendu Herzl. Je ne veux pas me mettre les patrons de l'hôtel Herzl à dos. Donc, je ne dirais pas que c'est le chauffard qu'a entendu Herzl. Car il semblerait que le chauffard qu'a entendu Herzl, il est quand même déjà moyen grand. C'est-à-dire, il y a d'un côté le côté Miklat, refuge pour le peuple juif, mais quand vous lisez la BD de Herzl, eh bien vous comprenez qu'il était également pétri d'appels divins. Rabotai, finalement, nous dit le Rav Kook, si tu n'entends pas le son du grand chauffard de la Géoula, donc revenir en terre d'Israël parce que la Torah me l'impose, ou alors tu n'entends pas non plus le moyen chauffard, alors nous dit le Rav Kook, Be'al korchacha, c'est contre ta volonté que tu seras obligé d'entendre le petit chauffard de la Géoula. Et c'est quoi le petit chauffard de la Géoula? Nous dit le Rav Kook, il porte un nom. Aujourd'hui, il s'appelle Hitler. Nous sommes en septembre 1933, 8 mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, 6 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Aucune frontière n'est fermée. Tout le monde peut partir. Dit le Rav Kook, si vous n'entendez pas le grand ni le moyen chauffard, vous serez obligé d'entendre le petit chauffard. Et le Rav Kook termine en disant, mais par contre, nous, on ne veut pas ça. Nous, on prie tous les jours, Teka beshofar gadol. Mais il faut savoir que c'est une réalité. Et cette réalité que je viens d'exprimer ici, je la connecte directement avec la fin de la paracha de cette semaine. Le Ditevet sera toujours lu après Hanouka, et dans la mesure où Miket, c'est très souvent le Shabbat de Hanouka, le Shabbat du Ditevet sera très souvent la paracha de Vayigash.
Dans la fin de la parasha de Vaïgash, il est un verset qui est dramatique. Le verset nous dit Vayeshev Israël beretz Mitzrayim beretz Goshen vayachazu ba vayifru vayirbu meod. Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils en ont pris possession et ils ont cru et multiplié beaucoup. Le seul problème, c'est que ce verset, qui dure 210 ans, en fait, la suite de ce verset, c'est la sortie d'Égypte. Ce verset vient se heurter aux paroles extraordinaires de Rabbi Ephraim Lutchitz, Baal HaKli qui va expliquer les choses. Il nous dit le Kli Yakar, Kol pasuk ze be'ashmat bnei Israël ou medaber. Ce verset vient accuser les Bnei Israël. Comment ça accuser? Il y a marqué Vayeshev Israël. Vayeshev, ça veut dire être résident permanent. Pour être un résident temporaire, on appelle ça la gour. Oui, c'est un peu différent de l'hébreu moderne, mais c'est comme ça dans la Torah. Et nous dit le Kli Yakar, pourquoi sommes-nous descendus en Égypte? Nous sommes partis en Égypte parce qu'il y avait la famine en Eretz Israël. En Baaya. Combien de temps a duré cette famine? 5 ans. D'autres diront 7 ans. Prenons même une marche de 10 ans. Au bout de 10 ans. Alors que Yosef est toujours le vice-roi d'Égypte. N'est-il pas possible, eh bien, tout simplement de créer une caravane qui va ramener les frères de Yosef avec de l'or et de la nourriture? Bizarre, ils ne le font pas. Pourquoi ne veulent-ils pas rentrer? La famine dure 5 ans, 7 ans. Au bout de 10 ans, ils n'ont qu'à rentrer. Dit le Kli Yakar, Vayachazu ba kol kach ishtakeu sham. Léachez, ça veut dire prendre possession, mais ça veut dire également être embourbé, comme le bélier chez Ne'echaz Basvar Bekarnav, qui a été embrouillé avec ses cornes dans le buisson. Dit le Kli Yakar, les Bnei Israël n'ont pas été honnêtes avec Pharaon. Ils ont dit quand ils sont arrivés, la gour ba'aretz banu. On est venu de manière temporaire à cause de la famine. Mais maintenant, ils ont demandé des toshavim. Et là, dit le Kli Yakar, ils ont tellement été embourbés dans cette Égypte, Hatcheloratsu Latset Memitzraim. Ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Il dit le Kli Yakar, donc, eh bien, Pharaon a été obligé d'emmener sa main puissante. Et Dieu a été obligé de frapper Pharaon de sa main puissante. Les amis, c'est de cela dont on parle. Est-ce que tu vois le problème qui a déjà commencé à pointer le bout de son nez, mais il n'est pas encore trop tard pour régler le problème? Le jour du 10 Tevet, c'est le jour où tu te dis, j'ai vu qu'on est mal parti, mais on va en prendre conscience. Et on va changer, on va commencer à corriger. Et Kadosh Baruch Hu nous donnera la force de continuer à corriger jusqu'à ce que ce soit bien fait. En fait, les amis, c'est de ça qu'on parle. Le jeûne du 10 Tevet est tellement important parce qu'il est là pour te faire prendre conscience que tu peux faire pencher la balance. Comment? Pas en ajoutant simplement un Teilim dans ta liste de Teilim. C'est très bien de rajouter un Teilim. Mais il faut absolument, impérativement, vivre sa Torah de telle sorte qu'elle vienne nous expliquer comment elle permet de libérer le dernier otage, comment elle permet d'amener l'abondance au peuple juif, comment elle permet de remplir notre rôle en tant qu'Israël. Le 10 Tevet, c'est le moment où il n'est pas encore trop tard.
Je vous dis ça alors que je sais que la Midrashet Yehuda, on est tous des Hébreux, on est tous revenus en Eretz Israël, mais on connaît encore tous des gens qui sont encore en France ou ailleurs. Et parce qu'on est tellement connectés à eux, moi, vous, et qu'on les aime profondément, c'est pour ça que je dis ce que je dis maintenant. Parce que malheureusement, l'histoire a montré ce qui est arrivé au peuple juif qui refusait la Géoula et qui refusait d'y participer. Et moi, je n'ai pas envie, sous aucun prétexte, de perdre une partie de mon peuple parce que je l'aurais laissé ne pas écouter le chauffard Gadol, Benoni au Katan. Le dit Tevet, c'est le moment où je réveille mon oreille pour savoir écouter. Zé pour Rabotai. Voilà pourquoi le jeûne du dit Tevet est si important. Et si vous avez des questions, c'est à vous de jouer. Chazak ou Balzac. Alors, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir mon micro ou si c'est moi maintenant le admin. Non, j'ai bien aimé le. Merci pour le cours de ce soir, c'est très intéressant. Je voulais juste remercier pour le livre que vous Ah, avez fait sur Hanouka, qui est absolument magnifique et très intéressant et très bien écrit. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. eh bien, Baruch Hashem. En attendant, le deuxième Be'ezrat Hashem sera sur Pessah. Et on espère qu'il pourra sortir juste après Purim pour qu'il soit prêt pour Pessah. Parfait, super. Merci beaucoup. Voilà, Chazak ou Baruch. Il y a des questions, revendications, remarques? Oui, oui, Oui. du temps de Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 10 Tevet? C'est la brèche? Non, c'est le début du siège. Ah, c'est le début du siège, c'est ça. Autre question? Revendication? Remarque? Eh bien, s'il n'y a plus rien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et vu qu'on est dans le Zoom du Rav Ackerman, eh bien, au nom du Rav Ackerman, je vous souhaite une bonne soirée. Quoi? D'accord, merci. Merci. Chazak ou Baruch. Kol tov. Daraba.
כן, תודה. כן, יש עוד יקדיש 8:15. You want? שמונה ורבע? מה שעכשיו, לא?